Vous sortez, vous vivez, vous êtes en couple avec une personne qui vous fait savoir d'une manière ou d'une autre qu'avec vous, le sexe, c'est moyen. Vous ne comprenez pas bien pourquoi, parce que de votre côté, vous avez l'impression, entre guillemets, que vous n'avez pas de problème, bref, que vous fonctionnez plutôt bien. C'est le sujet que nous allons aborder dans le 28e épisode du podcast Sodomie la première nuit. Avec les autres, il, elle, s'éclatait au lit. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Encore une fois, ce que je partage avec vous ne relève que de mon humble point de vue, à l'aune de mon expérience sur le terrain, à savoir des années d'agence de rencontres, les cafés de l'amour et bien sûr les coachings privés dans lesquels j'aborde de façon très directe et très profonde, sans jeu de mots, la sexualité. Et je vous invite à rester jusqu'au bout, car je vous expliquerai pourquoi vos partenaires vous balancent les prouesses sexuelles de leurs ex. Pour info, j'organise un webinaire gracieux, dimanche 20 mars à 20h, heure de France, sur le thème « Mieux comprendre les hommes et être heureux en amour ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et si vous m'écoutez sur le podcast directement, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube et vous trouverez le lien sous les dernières vidéos. Selon que vous soyez un homme ou une femme, l'expérience sera totalement différente. Je vous parle du couple hétéro-classique, mais je vous laisse adapter mes propos en fonction du sexe de votre partenaire. Je vais commencer par évoquer ces femmes qui ne sont prétendument pas à la hauteur, selon leur partenaire, puis je vous parlerai des hommes concernés. Donc vous êtes une femme, et le monsieur vous laisse entendre qu'il a connu des Amazones plus ensorcelantes par le passé. Ses ex jouissaient comme des folles, à répétition, réveillaient le voisinage par leurs cris orgasmiques, étaient tout le temps demandeuses, adoraient les endroits imprévus, les expériences inattendues, leur faisaient des trucs bizarres, inventaient des situations improbables. Bref, c'était la fête du slip en permanence. Mais au fond, je vous invite à vous poser une question essentielle. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il vous dit la vérité ? En fait, vous n'en savez rien, n'est-ce pas? Si ça se trouve, il est totalement mytho et il réécrit son passé. Si ça se trouve, c'est vrai et vous vous sentez misérable. Alors plutôt que de rester sur ce constat qui nous amènera nulle part, je vous propose de pousser la réflexion et de vous demander quel intérêt aurait-il à vous mentir. J'en vois deux. Le premier, je l'appellerai Kranerman. Il se vante, il donne beaucoup de détails sur ses ex, il raconte des trucs un peu délirants, mais qui pourraient être vrais. Et bizarrement, souvent, c'est quelqu'un qui est précoce ou impuissant. Et c'est selon moi un des signes qui va vous montrer qu'il appartient à la catégorie des Kranerman. En réalité, c'est quelque chose que j'ai vérifié sur le terrain. Les éjaculateurs précoces et les impuissants ont tendance à vous faire croire que c'est la première fois que ça leur arrive, que avant ça marchait toujours très bien et qu'ils ne comprennent pas. Sous-entendu, c'est de ta faute. Mais je ne comprends pas, avant, je maintenais parfaitement mes érections, etc. Évidemment, c'est culpabilisant. Et si vous êtes suffisamment naïve pour le croire, vous allez très vite être convaincu de votre manque d'érotisme. Je me souviens d'une coachée dont le partenaire était précoce ou impuissant, sauf avec des maîtresses de passage, un peu femmes de mauvaise vie. J'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi, et il laissait entendre à ma coachée qu'elle n'était pas assez sexy. Du coup, elle qui manquait déjà énormément de confiance en elle, se sentait encore plus nulle. Évidemment, plus le coaching avançait, plus elle réalisait que c'était lui qui avait un problème. Elle a naturellement fini par le quitter, et s'est rendu compte qu'avec les autres hommes, elle était tout à fait désirable. Donc quand un homme s'étonne de ce dysfonctionnement bizarre qui lui arrive d'un coup, et vous remet en cause d'une manière subtile ou carrément directe, c'est rarement votre responsabilité qui est en jeu. Et n'oubliez pas, plus il est nul au lit, plus il se vante du passé, plus vous devez vous méfier. Le deuxième cas, je vais l'appeler mépriman. Lui va créer une rivalité, avec le passé bien sûr. Vous humilier, peut-être pour vous pousser à vous surpasser et à lui faire la danse des 7 voiles en permanence. Il peut être très direct, très méprisant, et raconter ses exploits passés avec force détail, vous expliquer que l'autre était pleine de créativité, de ressources, de puissance, de folie, au sens positif du terme, que vous, évidemment, pauvre chenille rampante, vous n'avez pas ce génie de la sexualité.
Ou alors il se met en mode martyr. Il ne commente pas, mais lâche de temps en temps une petite allusion qui fait que d'une manière indirecte, quasi anodine, il vous balance le message. Mais comme c'est moins frontal, vous avez un doute. Vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Que sa façon d'être et de faire soit directe ou sournoise, vous êtes là face à une forme de perversion. Et la meilleure façon de vous en rendre compte, c'est s'il vous raconte ce qu'il faisait avec l'autre, et notamment les fantasmes qu'il a traversés. Des trucs bizarres, du style « elle adorait lécher mon sperme sur le parquet quand je l'exigeais », ou encore « son truc à elle, c'était la nuit avec le cri des petits animaux dans la forêt », comme ça au détour d'un documentaire animalier à 3h du matin. Ah, ça me rappelle. Et plus il vous racontera des échanges bizarres et vraiment en dehors de l'ordinaire, plus vous pourrez vous dire que vous êtes bien en face d'un méprimane. Enfin, on aurait pu croire qu'il existait un troisième cas, comme par exemple le fait que vous soyez une oie blanche et que votre partenaire, très expérimenté, vous éduque. Entre guillemets, n'est-ce pas? Le problème, c'est que si vous rencontriez un partenaire expérimenté et qu'il éduque l'oie blanche que vous êtes, il ne parlerait pas, il ne comparerait pas, il ne balancerait pas des fantasmes à 2 balles au milieu d'un film ou d'un documentaire, il agirait, il vous montrerait, il expérimenterait. Donc vous voyez, il n'existe pas de troisième cas. Maintenant, j'imagine que vous, messieurs, vous bouillonnez à l'idée de savoir comment ça se passe en tant qu'homme. Donc imaginez que votre compagne, votre épouse, votre chérie, vous l'appelez comme vous voulez, votre petite amie, vous jette au visage les prouesses de ses amants passés. Eux avaient des érections de ouf. Même si vous en avez, hein. Les siennes étaient mieux. Leur sexe était plus gros, plus dur, plus ceci, plus large. Leurs érections duraient pendant des heures. Ils pouvaient recommencer et éjaculer 5 fois de suite, quand vous peinez à éjaculer toutes les 48 heures. Ils avaient le sexe joyeux, viril, décomplexé, sous-entendu pas comme vous, petit cloporte judéo-chrétien coincé. Dans ce cas, sa posture ressemble à celle de méprimane. Cette femme vous humilie face aux performances de l'autre ou des autres, selon le nombre de couches qu'elle a besoin de rajouter pour se sentir plus vivante ou plus sexy à ses yeux. Une fois de plus, qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai? Vous n'allez pas faire une enquête sur une relation prescrite. Vous n'allez pas interroger ses amis. Mais personne ne peut confirmer ou infirmer ses propos. Parce que le sexe est quand même un sujet suffisamment tabou pour qu'on puisse raconter ce genre de crack sans qu'elle ne soit vérifiable. Et la probabilité que vous rencontriez un de ses ex qui pourrait confirmer ses dires est assez faible. Sauf si, bien sûr, vous draguez en milieu fermé. D'une manière générale, pour en revenir à ces hommes qui sont comparés, humiliés et qui se sentent des sous-amants, ils semblent beaucoup plus réactifs face à la comparaison sexuelle que les femmes. Et cette atteinte à leur virilité ne va pas améliorer des performances déjà jugées insatisfaisantes à l'état normal. En revanche, je n'ai pas rencontré le profil de Kranerman parmi la gente féminine. Son équivalent ou son pendant serait à mon sens la femme qui ne jouit pas. Le drame de nombreux hommes d'ailleurs. Tout un programme, tout un challenge. Un de mes coachés qui avait été frustré sexuellement durant son mariage a rencontré sur une app une femme qui ne jouissait pas. Elle le lui a dit, et alors même qu'il venait juste de recevoir son jugement de divorce, le voilà qui se laisse alpaguer par une femme qui s'apprête à le frustrer à nouveau. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un hasard, et nous allons voir pourquoi très vite. Mais avant cela, j'aimerais vous parler de ce challenge qui consiste à faire jouir la femme et que j'ai déjà évoqué dans un podcast. Ce challenge-là, personne ne m'a jamais fait jouir, mais toi, peut-être y arriveras-tu. Fonctionne essentiellement sur 3 types d'hommes. Parce que je peux vous dire, il y en a, ils entendent je ne jouis pas, ils dégagent direct. J'ai entendu parler d'un homme qui avait rencontré une femme dans un bar qui lui plaisait pourtant bien, et lorsqu'elle lui a dit qu'elle avait eu un cancer de l'utérus, il est parti directement après avoir fait l'amour parce que monsieur voulait des enfants. Il ne lui a posé aucune question, il est parti. Il s'agit là d'une autre forme de challenge qui a priori paraît différente, mais qui montre comment un homme peut s'imposer dès le départ le parcours du combattant, quelle que soit la thématique liée à la sexualité qui est en cause, ou au contraire, penser d'abord à lui sans état d'âme. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, juste un constat. Il y a des gens qui sont programmés pour relever des challenges impossibles et d'autres qui sont programmés pour jouir au sens large. Et en tout cas, pour ne pas se laisser détourner de leur projet initial, quand ils ne le souhaitent pas. Alors, on va dire, pour simplifier, que le challenge fonctionne très bien sur les jeunes gens pleins d'énergie. Ils y croient, c'est le début. Ils ont ce fantasme de faire plaisir à leur mère et de faire jouir les femmes, de ne pas être comme leur père ou comme les méchants garçons que les femmes ont connus
parvenus avant eux, et eux vont peut-être y arriver. Sauf si le fait de ne pas jouir est une forme d'instrumentalisation pour elles, pour qu'ils se sentent toujours redevables parce que pas à la hauteur. En lien avec ce que je viens de décrire, il y a les sauveurs, qui eux sont en couple avec leur mère, qui elle-même était maltraitée par leur père. C'est la suite logique des jeunes gens pleins d'énergie, mais qui eux ont une problématique qui reste avec l'âge. Parce que le jeune homme qui a appris le Kama Sutra dans les livres avec sa compagne pendant 5 ans, lorsqu'il se sépare et qu'il rencontre d'autres femmes, il sait. Il n'est plus un jeune homme qui croit encore que l'on découvre les choses à deux. Il a déjà un petit peu moins de naïveté et de fraîcheur et sait que les femmes sont parfois beaucoup plus complexes qu'il ne l'imagine. Il nous reste les castrés qui eux sont capables de relever le challenge à n'importe quel âge parce que de toute façon, eux-mêmes n'ayant pas le droit de jouir, tomber sur une femme qui ne jouit pas donc qui va les priver de caquettes, les éloigne du plaisir, donc ça les rapproche des consignes que les prêtres, le catéchisme et la messe leur ont mis dans la tête. Dès lors que vous soyez un homme ou une femme, vous ne pouvez pas ne pas vous demander quelle est votre position face à ces situations. La première, lorsque votre partenaire évoque que ses ex étaient folles de désir, ou l'autre qui consiste à vous mépriser d'une manière directe ou indirecte. Généralement, lorsque vous êtes régulièrement renvoyé aux prestations merveilleuses des ex de votre partenaire, vous vous sentez misérable, pas à la hauteur, incapable de satisfaire l'autre, bref, vous êtes nul. Et pour peu que vous ayez été programmé à être incapable de satisfaire vos parents, alors vous allez rester longtemps avec cette personne, puisque vous n'arrivez pas à la satisfaire, donc vous avez l'habitude de vous battre pour essayer de satisfaire sans y parvenir. Vous pouvez aussi être envoyé à la tierce, vous savez, la rivale, la salope, celle qui a tout ce que vous n'avez pas, celle qui, elle, a été demandée en mariage, celle qui, elle, a fait ceci, cela, celui qui, lui, a fait ceci, cela, vous adaptez. Alors moi j'ai envie de vous poser une question un peu psy, j'en conviens. N'auriez-vous pas déjà, par le passé, avec d'autres partenaires, d'autres personnes, en dehors de la sphère intime, ou parfois même dans la sphère intime, voire dans l'enfance, ressenti cela, cette sensation d'être misérable, pas à la hauteur, incapable de satisfaire l'autre, et un peu une loque, nulle quoi. Que si vous étiez plus ceci, moins cela, alors les choses seraient différentes. Si vous avez trouvé des pistes, je vous invite à les creuser. Si vous n'en avez pas trouvé, il y a un problème, mais dans tous les cas, je vous invite à y réfléchir, car la clé pour ne plus vivre des amours décevantes, et en particulier pour ne plus être confronté à des modèles sexuels qui sont ou complètement improbables, ou complètement surréalistes, ou qui ne vous correspondent pas. La clé donc se trouve forcément en vous, et ce ne sera jamais totalement la faute de l'autre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.